Salut à tous, c'est Nono, suite du mois Matrix et aujourd'hui retour sur les suites de 2003, Reloaded et Revolution. Pourquoi suis-je ici? L'énorme succès du premier opus a propulsé Neo dans le monde des licences qui font des sous. Ok, vous avez du talent. Alors on prend les mêmes avec un gros paquet de pognon et on recommence. Connerie. On décrypte tout ça avec le serial gamer, mais aussi on va se poser la question de qu'est-ce qu'une bonne suite. Intéressant. Et en gros, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas pour Matrix Resurrection. On est prêt, c'est parti. Salut à tous, c'est Nono, ravi de vous retrouver avec le Serial Gamer. Salut à toi. Salut, écoute, merci beaucoup Nono encore de faire partie de cette émission où on va parler de Matrix 2 et 3. Ouais, on va se faire le plaisir de reparler des suites. Donc pour la peine, c'est notre deuxième épisode sur la saga après avoir parlé la semaine dernière du Matrix cultissime qui est le premier. Aujourd'hui, on va parler des suites. Qu'est-ce que tu en as pensé à l'époque et qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui ? Alors, si on se remet dans le contexte du début des années 2000, Matrix avait été vraiment un gros phénomène cinématographique, un gros phénomène qui a marqué énormément notre génération, je pense, qui nous a montré une nouvelle facette du film de science-fiction. Et moi, mon avis à l'époque, alors, c'était un peu contrasté entre le 2 et le 3. Le 2, hormis les scènes d'action qui étaient pour moi très intéressantes, au niveau de l'histoire et des personnages secondaires, on était sur des personnages qui étaient assez peu travaillés au final, contrairement aux personnages de base de la série, du film original, du film Matrix 1. Alors, on peut parler de la liste des nouveaux persos qui nous sortent. Il y a un moment, effectivement, j'ai commencé à faire une liste des persos inutiles qui permettent de rallonger la sauce. Pour moi, il y a Niobe, il y a le commandant Locke, il y a le conseiller Hammond, il y a le nouvel opérateur et sa famille dont je suis pas vraiment fan, et puis même le mérovingien et Perséphone sont un peu plus utiles parce que ils ont cet intérêt de parler sexe et parler sentiments alors que ce sont des programmes, ce qui crée une certaine humanité, mais je les trouve pas ouf non plus, à part le fait qu'ils sont incarnés par des acteurs qu'on aime bien voir au cinéma. C'est exactement ce que tu dis, hein. Je trouve que tout ce qui est pris du premier est toujours très intéressant. On est content de les retrouver. Morpheus, c'est toujours la classe. Dans le 2, franchement, quand il se bat avec des armes blanches, Morpheus, la classe, quoi, toujours. Mais les nouveaux personnages, c'est vraiment des trucs, j'ai l'impression, pour rallonger la sauce. Trouver, moi, les personnages déshumanisés dans le 2, alors que dans le 1, je les trouvais vraiment très humains. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de courses-poursuites. Je me suis cru, là, quand je l'ai vu à l'époque, hein, c'était l'époque des taxis, c'était l'époque des films un peu sensationnels comme ça. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ces courses-poursuites de voitures à l'époque un peu inutiles. On passe d'un film de SF un film d'action à certaines parties du scénario soporifique, inutile, et puis ces personnages secondaires, cette histoire secondaire, ce développement finalement du monde réel qui était décevant. Ça rejoint, moi, l'avis que j'ai eu. J'avais un assez bon souvenir des suites parce que moi, je les avais vraiment bien kiffés à l'époque. Il se balade pendant très très longtemps pour chercher le gardien des clés, qui est peut-être un des trucs que je trouve un petit peu cool dans ces suites, justement, le fait qu'il y ait des portes secrètes et qu'on puisse se balader comme ça dans la matrice, et que tu es un gars qui ait les clés de toutes les clés du fort, y compris celles qui permettent d'amener vers l'architecte. Et effectivement, à la fin, ils vont vers l'architecte et l'architecte leur dit plein de trucs avec des mots hyper classe et qui servent à pas grand chose au final dans l'intrigue. Et pour la peine, on a un petit combat Neo-Smith, mais pour moi, toute l'intrigue, le méchant, encore une fois, c'est Smith et toute l'intrigue est basée sur Smith. Et pour moi, c'est le début d'un film. C'est les 40 premières minutes d'un film rallongées. C'est ça. Après, alors, parce que là, on est fort cassant avec le film. J'ai trouvé par contre des personnages plus intéressants que notamment les deux jumeaux. Je trouvais qu'ils apportaient une originalité, on va dire, à la saga. Et je trouve qu'ils sont pas assez creusés même. C'est les jumeaux Rasta Albinos, comme je les appelle, qui sont quand même très cool. Et il y a quelque chose, mais je trouve que ils n'ont pas de personnalité vraiment intéressante ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose de plus à faire que juste un duo avec des gueules sympas, quoi. Parce qu'eux aussi peuvent contrôler d'une certaine façon une partie de la matrice.
Et En tout cas, ils ont un cheat code, quoi. c'est un sacré cheat code, comme le mérovingien, hein, d'ailleurs, qui peut contrôler son environnement et puis les désirs de son environnement. Moi, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est la plastique du film. Le film est vraiment très joli. On voit qu'au niveau du budget, ça a encore été rehaussé. On voit que la Warner avait mis le paquet. x2. x2, voilà. Et petite originalité technique, ils sont déjà passés de bullet time parce qu'on a bien des effets de rotation autour des personnages comme dans le 1. Mais autant dans le 1, ils avaient dû faire un système avec plein d'appareils photo qui prenaient toutes de manière simultanée pour faire quelque chose qui tournait autour des personnages en recréant les décors en 3D. Ça, on savait faire les décors, mais pas les persos. Sauf qu'entre-temps, en 4 ans, la technologie a avancé. Et les persos en 3D, on arrive à les faire. Donc après, c'est full 3D. Et la petite technique qui, à l'époque, leur a permis de gagner quelques années sur ce type de visuel, là, au final, on se retrouve devant quelque chose qui est cool, mais qui a peut-être un peu plus vieilli, je le trouve presque moins propre que le premier dans les effets spéciaux. Quand tu regardes la bagarre des Sam Smith en 4K sur un grand écran, tu vois que les Sam Smith, il y a une vingtaine de Smiths et il y a beaucoup d'autres gars dans la foule. Pour un film avec un budget aussi énorme, c'est décevant. Voilà, ouais. Même certains aspects techniques sont décevants. Et encore une fois, je trouve que dans le 3, moins. Je trouve que dans le 3, alors on peut reprocher le fait que c'est pas très original, et c'est un reproche en fait que je ferai encore une fois à ces deux films. Je les trouve inspirés de plein de choses, mais moins inspirants pour tout ce qui a pu venir après, inévitablement, parce que je pense aux mechas avec les grosses mitraillettes, ça fait très japonais dans l'influence et tout, mais je trouve que même si c'est pas très original, visuellement c'est cool, ou même l'attaque des 250 000 sentinelles, visuellement c'est propre, quoi. Je trouve qu'effectivement, les 2 et le 3, alors c'est un bon point, ça. C'est effectivement, moi aussi, je trouve que ça s'inspire énormément des animés japonais, de tout ce qui est scènes d'action, les mechas, Mais les scènes d'action, là on prend les mechas, mais regarde la bataille entre Smith et Neo, ils créent des ondes de choc et que tu les vois visuellement. Comment ne pas penser à DBZ, quoi. Il manque que les boules d'énergie, c'est d'une violence. T'as vraiment l'impression de voir un combat Goku contre Broly, quoi. Mais d'un autre côté, c'est des gens qui ont grandi avec la même culture quelque part que nous, une certaine culture commune, donc ça fait plaisir de la revoir, mais encore une fois, pour la peine, là, c'est de la surenchère, c'est du plus grand, du plus beau, du plus fort, mais c'est pas forcément du plus intéressant, quoi. Sachant que derrière, le scénario, pour moi, même si les acteurs nous ont dit que la trilogie était prévue de base, pour moi, c'est le succès du 1 qui a fait qu'il y a eu une double suite, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, autant il y a des suites, je sais pas, on prend l'exemple basique de Retour vers le futur. Ils ont fait un premier film qui a cartonné. Ils ont prévu 2 suites pour faire une trilogie. Tu as vraiment 3 épisodes avec des colorations différentes, même si le premier est sorti avant et que les 2 suivants sont sortis de manière relativement rapprochée à 1 an d'écart. Là, on est sur 2 films qui sont sortis à 6 mois d'écart, tous les 2 en 2003. Où le premier, tu as des scènes d'action qui sont vraiment cool, parce que le combat avec les Sam Smith ou le combat dans le château du mérovingien, c'est vraiment des scènes que je trouve cultissimes et monstrueuses, mais ça fait pas tout un film. Après, je trouve que la suite a au moins l'avantage de rehausser un tout petit peu le niveau en termes de scénario, et après qui fait avancer l'arc qui est le combat entre Neo et Smith, quoi. Alors là, effectivement, pour moi, le 2 était inutile, dans le sens où c'était plus... Oui, les 2 films auraient pu être réunis en un seul. Là, ils ont rallongé la sauce, et autant l'univers du 1 était ultra cohérent, ultra immersif, et finalement pouvait mener à plusieurs interprétations, autant le 2 et le 3, il y a des tas d'incohérences qui m'ont énervé, en fait, dans le film. Le fait qu'ils contrôlent les machines à l'extérieur de la matrice. C'est expliqué après très rapidement dans le 3, mais effectivement, ça sent le truc fumant, ça sent vraiment le truc, en fait, qu'ils ont mis à la fin du 2 pour te faire un truc à la J.J. Abrams, viens regarder la suite, un truc bien phénoménal, et puis au début du film suivant, on t'explique ça en une phrase à la con, et c'est plié. Mais moi, en plus, tu disais que le premier, effectivement, c'était un film où tout qui était hyper dense, où tout n'était pas expliqué et tout, qui ouvrait des pistes et des pistes différentes suivant les interprétations. Là, effectivement, pour moi, on est dans la suite qui se contente de se servir des ingrédients qui étaient déjà là dans le 1. Tout ce qu'il rajoute, c'est effectivement, il y a une hiérarchie humaine maintenant. Et puis, il y a plus de programmes différents. Il y a une hiérarchie dans les programmes, mais
tout ça, ça te fait pas réfléchir à justement essayer de comprendre comment marche le monde, quoi. Ça t'expose le truc. Ces suites ne te donnent pas assez à manger, je trouve. Pour moi, en le revoyant, ça donne une nouvelle interprétation. Dans le sens où dans le 1, on était entre le rêve et la réalité. On en a parlé dans l'émission précédente. On ne savait pas si effectivement Neo vivait l'histoire telle qu'on nous l'a montré ou si c'était un trip de trop. Là, en l'occurrence, le fait pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, le fait qu'il puisse arrêter les machines dans le monde réel à la fin du 2 ne fait que montrer que Neo n'est que dans une nouvelle matrice. Bah, si on veut suivre la théorie qui peut paraître logique et acceptable par rapport à la manière dont nous est contée l'histoire, on est obligé d'écouter l'oracle. Mais l'oracle dit beaucoup de conneries quand même. Quand tu regardes tout au long de la trilogie, elle dit beaucoup de contre-vérités et à chaque fois elle se justifie en disant non, mais je te montre le chemin et tout. Mais c'est vraiment une phrase de diseuse de bonne aventure. Moi, on se demande si l'oracle voit l'avenir ou si seulement elle a vécu plusieurs cycles reloaded, justement. Et justement, elle veut pousser Neo sur la meilleure voie, sur une des voies possibles qui débouche finalement sur le 2 et sur le 3. Après, pour finir sur ces 2 épisodes en termes de ressenti, en tout cas, la fin du 3, je trouve qu'elle était quand même un peu plus intéressante. Hein. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, bouchez-vous les oreilles 5 secondes. Mais au moins, je ne lui ai pas trouvé le côté conte de fées, comme j'en parlais dans la première émission, que dans la première émission, tu as Trinity qui arrive à faire démarrer une seconde vie de Neo, que après, tu as Neo qui sauve Trinity à la fin du 2e. Là, à la fin du 3e, Trinity, elle crève. Voilà, là au moins, c'est fait. Et Neo est blessé, il perd la vue. Quelque part, quand on repart dans ces trucs-là, pour moi, on repart dans des trucs plus intéressants. Et les trucs intéressants, le problème, c'est qu'on disait que le premier était hyper dense. C'est clair, il n'y a pas de temps mort, c'est clair. Bah, là, hélas, il y a des choses très fortes avec des choses qui sont juste très fortes visuellement pour t'occuper de temps en temps entre 2 bonnes idées. Et puis quelques moments aussi où on te montre des trucs où tu n'as pas grand-chose à foutre. Mais les films sont pas si mauvais. Ah non, mais non, on dit qu'on s'est ennuyé sur certains passages et tout. C'est vrai qu'il y a certains passages qui font un peu plus remplissage. Comparé au premier, voilà, hein, c'est comparé au premier, il nous donne un peu moins. Il nous donne moins, je trouve. Sur 2 films, on nous donne un peu moins que dans un seul film avant. C'est pas pour ça, effectivement, que c'est mauvais. Hein. Matrix, moi, je le trouve cultissime. Celui-là, je les trouve vraiment, je continue à les trouver sympathiques, je leur trouve des défauts. Ça reste des films qui sont très bien rythmés, qui sont très bien réalisés. À l'époque, des films de super-héros, il n'y avait pas eu toute la pelletée qu'on s'est pris de films de super-héros. On en était à X-Men 2 à l'époque. Hein. C'était pas du tout la même époque. On était dans le trou total par rapport au film d'ici, si je me souviens bien. Hein. Au moins, ça a eu l'avantage d'enfoncer le clou sur le fait de faire naître toute une génération de films comme ça sur des super-héros qui ont volé, qui se sont battus contre 200 000 ennemis à l'écran. Avengers, c'est 5 ans après. Non, c'est Iron Man qui est 5 ans après. Avengers, c'est encore plus tard. Donc, on est quand même très, très loin avant ça, quoi. Et quand tu regardes la bataille de la fin du 3 à Sion avec toutes les sentinelles et les mechas, bah, niveau visuel, ça envoie du pâté quand même. Hein. Niveau visuel, ça envoie du pâté, mais je trouve que les 2 suites de Matrix, et là, je ne vais pas me faire que des amis, ont détruit d'une certaine façon la franchise. Et pour moi, voilà, ça a cassé quand même toute une dynamique entraînée par le premier, tout un mystère. Le mystère, quand tu le dévoiles, eh ben, il est moins intéressant. Et là, effectivement, le fait d'avoir dévoilé des ficelles... Je suis tout à fait d'accord sur ça. Effectivement, là, on rentre un petit peu dans la discussion, qu'est-ce qui fait une bonne suite, C'est ça. Une bonne préquelle ou une mauvaise suite. C'était un petit peu comme quand on nous montre dans Terminator 4 la guerre des machines. Aujourd'hui, Terminator 4, avec le recul, c'est pas celui qu'on va aimer le plus, mais à l'époque, il répondait à un besoin. Et je trouve que là, c'est un petit peu la même chose. Il te montrait un petit peu tous les trucs qu'on avait rêvé un petit peu de voir dans le Matrix 1, parce que justement, il te l'évoque, machin, sans te le montrer. Donc, ils ont montré tout ça. Dans le 1, ils ont l'intelligence de ne pas te montrer certaines choses et de te laisser les fantasmer. Et sur certaines choses, c'est bien. Faut pas tout expliquer, faut pas tout montrer, faut pas tout dévoiler, parce que y a certaines choses, quand tu les dévoiles, au final, ça tombe un peu à plat, c'est un peu moins intéressant. Donc, et je trouve que pour la peine, le 2 et le 3 tombent complètement dans ce travers-là.
Je pense pas après que ça ait pu réussir à tuer la franchise parce que Neo est quand même un personnage, pour le coup, comme un personnage inédit en plus, hein, qui n'est pas une reprise d'un truc, d'un comics ou machin et tout. Pour un personnage créé, il s'est installé en un film dans tout l'imaginaire collectif, quoi. Mais ils auraient pu transformer l'essai de manière carrément plus concluante en faisant qu'à la fin du 2 et du 3, on a encore envie de tout de suite enchaîner, alors que là, il y a eu un trou énorme entre la dernière suite et la suite qu'on va avoir dans une semaine. Il y a eu, donc il y a eu des courts-métrages Animatrix, et puis on a eu un jeu vidéo, Enter the Matrix. Enter the Matrix, ouais. Animatrix est sorti exactement en même temps que Reloaded, et je pense qu'Enter the Matrix, ça c'est aussi la même période. Voilà, et donc le gros souci de Enter the Matrix, justement, c'était sur PlayStation 2. À l'époque, on n'avait pas les mises à jour hein, pour corriger un peu les bugs qu'on pouvait avoir sur Cyberpunk. Tiens, jeu avec Keanu Reeves dedans aussi, c'est étrange. Hein, il est partout. Il est partout. Et Enter the Matrix, bon, on n'avait pas la possibilité de jouer avec Neo, on avait la possibilité de jouer avec d'autres personnages. Et c'est un jeu qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais tu as vraiment l'impression que pour la peine, ils ont fait un truc disant, bon, bah les gars, il y a 2 films, il y a Animatrix, il y a le jeu, vous nous donnez beaucoup de pognon pour faire tout ça, hein. Déjà, les 2 films, ils ont eu un budget de 240 millions, rien que pour le film, quoi. Enfin, pour ce gros film, comparé aux 60 millions du premier Matrix, ça fait un sacré budget, quoi. Et je pense qu'ils sont effectivement tombés dans le travers de tout raconter, et c'est exactement le même travers pour moi que l'histoire de Solo dans l'univers Star Wars, où ils ont fait exactement, mais ils ont coché toutes les cases de tous les ingrédients que tu pouvais attendre et donc qu'on connaissait déjà, pour nous les montrer, pour nous rajouter d'autres trucs qui sont pas intéressants autour. Et au final, bah, tu as un film qui tombe à plat parce que bah, t'apprends rien. Donc tu regardes ça, tu te dis que c'est joli, tu te dis que c'est bien fait, mais t'as pas à réfléchir. Il n'y a pas de nouveau tenant et aboutissant derrière ça. Il n'y a pas de nouveau drame et il n'y a pas grand-chose en fait à égrener, quoi. Pas de nouveau tenant, mais ils ont fait Rogue One qui pour moi est une réussite totale. Ouais. Donc on peut faire des bonnes suites. Sauf que la différence justement entre les deux, c'est là que c'est intéressant, vu qu'on parle de ce qui fait une bonne extension d'univers, on va dire, parce que là encore une fois, c'est une préquelle de l'épisode 4, Rogue One. Mais ils prennent, pour moi, un petit détail qui est l'histoire des plans d'étoiles de la mort, même si c'est un détail important dans l'univers Star Wars, hein, et ils te créent, mais que des nouveaux personnages autour de ça, que des nouvelles choses et tout, alors que bah, Solo, c'est que des personnages qu'on a déjà vus plus jeunes dans des univers et des pièces qu'on a déjà vues, enfin, tout est déjà vu, quoi. Si on fait quelque chose, soit on fait vraiment de la pure suite qui est exactement de la même qualité avec quelque chose de nouveau, je pense au Retour vers le futur ou des choses comme ça qui sont très bien construites, soit on fait un truc qui est total différent, qui te balaye tout et qui donne de nouvelles règles. Mais si on fait juste de l'explication de l'avant ou de ce qu'on n'a pas vu, du complément, ça fait un mauvais DLC, quoi. Et c'est ce que sont un petit peu, même si je les aime toujours et je les aimerais toujours, Matrix 2 et Matrix 3, et c'est ce que je ne souhaite pas pour le 4. C'est clair que autant le premier, sans dire qu'il fait l'unanimité, il a, je pense, une très bonne note dans les critiques de cinéma traditionnel. Autant le 2 et le 3, on est tous d'accord pour dire que le 2 est pas terrible. Là, le 4, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère juste qu'effectivement, ils ont fait bien. J'ai été déçu par tellement de films dernièrement qui sont des suites 2, qui sont des repompés, où on parle des bonnes et des mauvaises suites. Je me suis fait avant-hier le dernier James Bond. Mourir peut attendre. J'adore James Bond et j'aime tous les James Bond et j'aime aussi ce film-là, il n'y a pas de souci, quoi. Encore une fois, c'est un prolongement d'histoire et de dark qui sont déjà commencés et qui te concluent, qui font une conclusion propre, ce qui est cool pour les James Bond parce qu'on n'a pas toujours eu ça, hein. Mais qui n'apporte encore une fois pas énormément, je trouve. Il y a quand même de l'émotion et tout, mais j'ai été un peu déçu et c'est souvent le cas en ce moment, donc j'espère être vraiment agréablement surpris par Matrix. Craig, effectivement, moi j'ai bien aimé forcément Casino Royale. Casino Royale qui était un peu la renaissance du James Bond, hein, la découverte d'un personnage moins policé que les précédents James Bond, beaucoup plus brut. Le Quantum of Solace qui était là aussi une suite qui était passable. Skyfall qui était énorme. Un personnage qui est blessé, vieillissant.
Enfin, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Skyfall est vraiment très très bon. Et puis le final dans le manoir, c'est tout ça, simplement excellent. C'est parfait. C'est incroyable, incroyable. Spectre m'avait pas laissé un mauvais souvenir, mais c'est vrai que le dernier, c'est un peu le même sentiment que Matrix 2 et Matrix 3. On sent que la sauce a été rallongée. On sent que l'acteur en a marre de faire James Bond. En tout cas, il le fait plus comme il le faisait au départ et de la manière. Mais après, le personnage est censé avoir vieilli et tout ça. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup. Après, on parle toujours des bonnes suites ou des bons univers étendus. Quand tu prends ce qu'a fait un acteur sur l'ensemble d'une carrière James Bond, tu as toujours du bon et du moins bon dedans, quoi. Et je trouve que Daniel Craig, pour le coup, a quand même eu un plutôt bon tirage. Il a eu des films qui forment un tout en plus. C'est vraiment une pentalogie qui est sympa. Quand tu regardes Pierce Brosnan, le premier était très bien, le deuxième était sympa, le troisième était sympa tout net, et puis le quatrième, ça se barre en couille. Et puis les scénaristes se creusent un petit peu pour réussir à créer cet univers et qu'après, ils se mettent dans leur canapé, tu as l'impression, et qu'ils jouent avec les différents jouets qu'ils ont déjà créés. Mais c'est forcément plus frustrant, quoi. Je t'avais pas parlé la dernière fois d'une analogie que je voulais faire entre Matrix et Total Recall. Il y a vraiment ces deux univers qui se ressemblent, en tout cas si on se cantonne au premier. Et je suis content que Total Recall n'ait pas eu de suite. En tout cas, je ne parle pas du nouveau qu'ils ont fait là, qui est une bouse infâme, mais de l'original avec Arnold Schwarzenegger. Ouais, parce que là, on parlait de manque de renouveau, c'est sûr que... Donc là, effectivement, pour moi, au niveau de la trame scénaristique, on est tout le temps dans ce rêve d'un héros qui se découvre, et puis à la fin, ce doute qui s'installe, est-ce que c'est du rêve, de la réalité? Et c'est ça, moi, que j'aime bien dans le cinéma. C'est cette part d'imagination qui est laissée au spectateur, un peu comme dans un livre. Hein. Dans un livre, on ne va pas tout te dépeindre. Tu rêves d'une partie de l'univers. Et c'est un peu ça qui frustre aussi les gens quand ils découvrent les adaptations au cinéma, c'est que cette adaptation, c'est pas forcément ce qu'ils ont, eux, imaginé. Au cinéma, on t'impose un visuel. Là, en l'occurrence, le Matrix 2 et Matrix 3, c'est un peu s'imposer un visuel qu'on avait rêvé dans le Matrix 1. Et je trouve ça très décevant, moi. Et finalement, j'attends pas grand-chose de Matrix 4. Voilà. On va payer notre ticket de cinéma, on va quand même espérer passer un bon moment au moins, quoi. Moi, je vais pas faire le mec qui attend rien pour pas être déçu. Ils ont intérêt à pas avoir fait de la merde parce que moi, j'attends quand même un minimum. Ils ont eu le temps d'y réfléchir, ils ont eu le temps de maturer leur art. C'est continue aussi, et j'ai envie qu'ils fassent suffisamment mieux et suffisamment différent pour que je me dise pas que effectivement c'est un scénario d'1 heure étiré sur 2 heures et demie pour se donner des grands airs, quoi. Moi j'espère aussi que ce soit pas un ressucé du premier New Wave avec un Néo plus mature parce qu'au final je serais encore sur mon avis que Matrix 1 s'autosuffisait. On a l'impression que ça tourne un peu en rond. Et on espère un peu de renouveau pour le prochain. Alors quand je dis que je n'espère rien, c'est tout le contraire. Hein. Mais je peux pas me frustrer. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette émission, on aura pris le temps au moins de dire ce qu'on n'a pas aimé dans les suites, aussi ce qu'on a aimé, hein, parce qu'encore une fois, les films sont pas tout mauvais, mais en tout cas, ce qu'on ne veut pas voir dans une suite, et ça vaut pour Matrix, mais ça vaut pour tellement d'autres licences. Donc, croisons tous les doigts pour qu'on se fasse un bon Matrix 4. En tout cas, on sera là avec le Serial Gamer pour débriefer sur le Matrix 4. Dès qu'on l'aura vu, on vous fait une vidéo très vite sur ça. D'ici là, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous. Nous, on se revoit dans une semaine pour débriefer tout ça. Bonne soirée, ciao! Salut!